Et voilà, aujourd'hui, notre invité témoin, il s'appelle Glé Goudou Anissé. Voilà, on le recevra dans quelques petits instants. Et puis, la phrase que je vais vous communiquer émane de lui, c'est sa vie. Je crois qu'on m'a lancé un sort. On en saura davantage dans quelques petits instants, mais pour l'heure, je vous invite à écouter le portrait de notre invité témoin. Il se nomme Glé Goudou Anissé. Cet homme de 38 ans est célibataire et père de 3 enfants. Il est également l'aîné d'une famille de 4 enfants. Anissé était un élève brillant à l'école, mais se voit obligé d'arrêter l'école en classe de 5e par manque de moyens. Il aide ainsi sa mère dans les travaux champêtres avant de se lancer à l'aventure. Notre invité exerce en tant que vigile pendant 11 ans, puis perd son travail à cause d'un mal qui le ronge depuis le 28 avril 2016. Est-ce un sort? Découvrons son histoire avec Caroline. Merci beaucoup, public de C'est Midi. C'est avec ces mêmes applaudissements que nous allons recevoir notre invité. Il aura forcément besoin de vos encouragements. Glé Goudou Anissé, notre invité témoin du jour. Et voilà, Docteur Philo qui l'aide à nous rejoindre sur le plateau de C'est Midi. Notre invité est un ancien vigile. Il a exercé cette fonction de 2007 à 2017. Il est père de 3 enfants. Anissé, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour madame. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Content d'être là, content d'être avec nous? Je suis content d'être là. Vous êtes content d'être là, Oui. d'accord. Anissé, encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Merci madame. Alors, il faut dire que vous étiez un élève brillant, à ce qu'il paraît, hein. Malheureusement, vous avez été contraint d'arrêter les études en classe de 5e. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est ça. Je remercie beaucoup la RTI pour donner l'occasion aujourd'hui. Ça a commencé en 2016. Non, par rapport à la classe. Oh, ok. Les études que vous avez arrêtées en classe de 5e. J'ai arrêté. On dit que vous étiez brillant. C'est ça. Quand j'ai perdu mon papa, je suis resté avec maman. Donc, la vieille n'avait pas les moyens pour financer les frais de scolarité. Donc, c'était difficile. On ne m'a pas renvoyé. C'est moi-même, j'ai dit à maman que je vais arrêter. Elle dit, mais tu vas arrêter comment? Je vais faire tout ce que à mon possible et puis je vais te scolariser. Je dis, non, maman, c'est bon. C'est bon. Tous ceux qui sont grands types, encore aujourd'hui, tout le monde ne sont pas passés par l'école. Puisque le vieux ne vit plus. Tous les jours, tu vas te fatiguer comme ça, toujours. Oh, mais vous étiez dans une école publique ou privée? Bon, c'était une école, lycée moderne de Danané. D'accord. Donc, il y a parfois, quand l'entrée arrive, je suis le dernier à rentrer. Tous mes amis sont déjà partis 2 semaines plus tard, puis je retrouve maintenant l'école. Je dis non, c'est bon la vie. Donc je suis resté avec elle au village, je l'aidais à faire les travaux champêtres. Et une année, il dit bon, la veille, je vais aller à Abidjan. Comme ton petit frère, il est étudiant à Abidjan, je vais partir derrière lui et puis je vais me chercher. Mais tu n'as pas un niveau d'études élevé, tu vas aller à Abidjan, tu vas faire quel travail? Il dit non, peut-être je peux trouver travail de vigile ou bien travail de boy chez les grands types. Et c'est comme ça que je suis venu à Abidjan. Quand je suis venu à Abidjan, j'étais avec mon oncle. Et il a étudié, il a fini les études aujourd'hui. Bon, il ne travaille pas pour le moment. Et c'est ainsi, je lui ai dit, ah, tonton, je vais aller à Cocody, à la Riviera, pour me chercher. Ah, tu connais qui là-bas? Il dit non, arrivé là-bas, je vais. Ceux qui vont m'accepter, je vais dormir chez eux. Et je suis venu à Cocody ici, je connaissais personne. J'ai rencontré un jeune, on vient du même département. Même région en fait. Donc c'est lui qui m'a accepté, puis je dormais avec lui. Et un jour comme ça, on allait chercher du boulot, on a eu du travail, lui et moi. Ils nous ont appris dans une société de gardiennage. Maintenant, après avoir fait 6 mois, le DG a dit non qu'il va diminuer l'effectif. Donc ils nous ont fait asseoir. J'étais au chômage et un jour, j'ai raconté mon patron. J'étais resté avec lui, puis je suis tombé malade là, puis je l'ai rencontré. C'est comme ça. Quand vous dites que vous êtes tombé malade, qu'est-ce qui s'est réellement passé?
ce qui s'est passé, quand j'ai commencé avec mon nouveau patron, c'est un particulier. Il m'a dit, bon, tu vas faire 2 jours de travail, 2 jours de repos. J'ai dit, ok, merci patron. 2016, le 5 janvier 2016, je monte au travail, le 3, je monte au travail, j'ai travaillé le 3, le 4, je suis descendu le 5. Mon jour de repos, je dors, je vais me réveiller, je n'arrive pas à m'arrêter. Je sens tous les pieds, mais je n'arrive pas à m'arrêter pour marcher. Et je l'ai appelé le même jour, il a dit, ah patron, je veux me rendre au travail, mais je viens de me réveiller matin, je n'arrive pas à marcher. Il dit, mais tu n'as pas envie de travailler, ou bien c'est quoi? Tu étais ici avant-hier, non? Il dit, oui patron, et il doit monter aujourd'hui. C'est là qu'il a envoyé son chauffeur pour venir voir si vraiment ce qu'ils sont en train de dire c'est vrai. Et il a envoyé son chauffeur, il m'a vu, vraiment c'était vrai. Et le chauffeur était vraiment choqué. Il allait dire à le patron, ah vraiment, il n'arrive pas à marcher, il est assis seulement dans son salon là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est produit la veille pour que vous n'arriviez pas à marcher à votre réveil? À la veille, rien ne s'est passé. Il était en pleine santé. Et tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien. Antérieurement, il n'y avait pas de grands signes de fatigue ou je ne sais pas, des malaises? Rien. Rien du tout? Rien du tout. La journée même, je suis allé à la Riviera 2, à l'agence de MTN pour aller retirer ma puce. Et je suis venu, j'ai mangé à midi, je me suis reposé le soir. Et puis mes enfants, on est sortis, on allait marcher un peu dans la rue d'Akwé, depuis on est revenu à la maison. Je les ai laissés devant la télé, je suis parti me coucher. Il me réveille le matin, je n'arrive pas à marcher. Ma femme m'a dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ah, je n'arrive pas à marcher. Que voilà ça. Elle dit, non, peut-être c'est crampe, après ça va passer. 10 heures, je suis toujours assis. Je fais tous les mouvements, je n'arrive pas. Et quand le patron a envoyé son chauffeur, il m'a appelé. Le chauffeur est retourné, il a dit à le patron que vraiment, Anissé ne peut plus marcher, il est assis. Il s'est réveillé le matin, il n'arrive pas à marcher, il est assis. Et le patron m'a appelé sur mon portable. Tu veux qu'on fasse quoi? Il dit, bon, je vais aller à la clinique Fratmat à Djamé pour aller faire des examens pour voir ce qui ne va pas. À ce moment précis, qu'est-ce qui se passait dans votre tête? Vous êtes bien portant, vous vous couchez le lendemain, vous n'arrivez pas à marcher. Ce qui se passait dans ma tête, je me suis dit immédiatement que ce n'est pas normal. Est-ce que vous avez pensé à une paralysie? Ou bien vous disiez que c'était passager? J'ai dit que c'est un truc, ça va passer. Et au fur et à mesure, les jours passent, je suis toujours assis. Et les pieds me brûlent le plus, ça me fait mal au niveau des 2 genoux. Et quand le mal s'empire, c'est comme si je suis assis auprès du feu, puis je transpire, je coule sur moi comme ça. On dirait qu'ils sont en train de faire les travaux durs. Et on est arrivé à la clinique à Djamé, clinique Fatmat. On a fait, le docteur m'a dit d'aller, il m'a donné un don, il dit allez-y faire examen du bassin aux orteils. Donc quand on a fait les examens, on nous a dit à 14 h de venir prendre les résultats. On a pu les résultats le lendemain à 14 h. On envoie, le docteur regarde, il dit je n'ai rien. Il dit non, docteur, regardez bien. Il dit non, c'est pas moi, j'ai fait ça, c'est quitté à laboratoire. Ce qui est ici, on dit tu n'as rien. Le résultat dit tu n'as rien, tu es en bonne santé. Donc quand on est revenu à la maison, il a pris taxi contre, je suis revenu encore chez mon patron, à domicile où on travaille, à son domicile. Et puis je lui ai montré les résultats. Il est assis, il était assis pendant un bout de temps, il n'a pas dit un mot. Il dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est arrivé comme ça? Il dit patron, c'est la question moi-même, ils sont en train de me poser depuis le 5, nuit, ce matin, jusqu'à l'air là. Mais hormis les résultats des analyses, est-ce que les médecins ont émis certaines hypothèses? Les médecins... Les hypothèses, des choses qui seraient liées à votre mal? Non, les médecins eux-mêmes ils m'ont demandé que tu n'as pas eu un accident, il dit non. Que tu n'es pas tombé, il dit non. Que je suis descendu du boulot et je dors, je me réveille là, voilà ça qu'est là, docteur. Et ils m'ont dit, ah vraiment, ton cas là, vraiment, nous, ce qu'on peut dire seulement, faut prier Dieu, c'est tout. Sinon, vraiment, ça nous dépasse. Et c'est comme ça. Et mon patron, chez lui, à domicile là-bas, il m'a dit, tu veux faire quoi? J'ai dit, bon, je vais aller au village, derrière maman au village, pour aller faire indigénat. Il a dit, ok. Et il m'a payé mon transport. J'ai appelé mon petit frère, il est venu me chercher. Et on est parti le lendemain au village. D'accord, on va poursuivre tout à l'heure. Justement, je voulais demander si
Quand l'hôpital, après les examens, on a dit qu'il n'y avait rien, est-ce que déjà à ce moment, vous avez pensé à un sort? Ça, c'est un. De deux, je suis étonné. On vous demande si, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous dites, je veux aller à la clinique tant. Est-ce que cette clinique-là a des qualités particulières, une renommée particulière? Parce que vous dites avec précision, je veux aller dans telle clinique pour faire des examens. Alors, premièrement, est-ce que vous avez pensé au sort qu'on vous aurait lancé à ce moment-là? Et deuxièmement, pourquoi cette clinique? Ok. Premièrement, je n'ai pas pensé au sort. Je me suis dit, quand je vais faire des examens, les résultats vont me dire ce qui est arrivé, puis je n'arrive pas à marcher. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, à ma femme, que je veux aller à la clinique Fatmat à Djamé. Accompagne-moi là-bas. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu là-bas. D'accord, moi je veux savoir, est-ce que vous avez pris la peine d'aller voir un autre médecin, par exemple? Oui, après pour ça... vérifier, parce que le premier vous a dit il n'y a rien. Est-ce que vous êtes allé quand même voir un autre spécialiste pour savoir s'il y avait autre chose? C'est ça. Après la clinique Fatmat, on s'est rendu encore... j'ai un docteur qui me suit, qui suit mes enfants et ma femme. Le centre antituberculeuse, là, c'est un docteur, il travaille là-bas, il s'appelle docteur Koulibaly. Donc on est parti. Il a dit de refaire encore les examens. On a repris encore. Et il a regardé les résultats, il dit non, que tu n'as rien. Et c'est là maintenant, j'ai dit, je vais aller voir le patron et je vais aller au village derrière ma maman. Le plus tôt possible, parce que ça va prendre du temps, puis ça va compliquer. Et c'est comme ça. Le deuxième docteur, mon docteur Koulibaly qui me suit, quand il a dans les résultats, je suis parti avec il donne le patron, il dit bon, comme tu veux aller au village, ok, il n'y a pas de problème. C'est combien le transport, puis il a dit le montant, puis il m'a remis l'argent et je suis parti au village. Arrivé là-bas, maman m'a envoyé dans un village voisin lointain. J'ai tapé 2 mois. Ils m'ont traité avec indigénat. Ça n'a pas abouti à quelque chose. Et après les 2 mois, j'ai dit à maman, je vais me retourner encore à Abidjan pour aller encore à l'hôpital encore. Mais justement, pour revenir à la question de M. Bienvenu Neba, oui. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pensé à un sort? Est-ce qu'à un moment donné, avant d'arriver au village, est-ce que vous vous êtes dit, peut-être qu'on m'a lancé un sort, peut-être que c'est de la sorcellerie, tout ça, pourquoi? C'est quand maman m'a envoyé dans un village voisin lointain. Le monsieur qui me traitait, il a dit non, que le mal que tu as, c'est où tu travailles là, c'est là-bas, ils t'ont fait ça. Que ton patron et sa femme t'aiment beaucoup. Donc, c'est sur ça, ils t'ont fait ça. Que ce n'est pas une maladie que qui est sur toi. Que c'est au travail là-bas, ils t'ont lancé ce sort-là. Est-ce qu'il a été capable de vous donner le nom de la personne qui vous a fait ça? Il n'a pas donné le nom de la personne. Il a été capable de trouver une solution à votre maladie? Bon, non. Non. C'est tout ce qu'il vous a donné comme information? Voilà. Vous avez cru ou pas? J'ai cru, parce que au travail, oui, au travail, il y a trop de jalousie là-bas. Et puis, chacun, quand le jour tu as des services, chacun est dans son coin. Tu salues même ton voisin, ton collègue, mais il ne te répond pas. Donc vraiment, ce n'était pas facile. Et j'étais le plus ancien. Donc à chaque fois, la femme de notre patron disait, faites comme Anissé. Quand Anissé, le jour il est de service, regarde comment il se comporte. Quand d'autres font les choses, et puis quand madame veut gronder mon collègue, il dit, bon, faites comme Anissé. Quand Anissé, le jour du travail, voilà comment il se comporte. Mais justement, on vous citait en exemple, et vous dites que vous étiez le plus âgé, le plus ancien, pardon. Oui. Mais est-ce que vous créiez, on va dire, les conditions pour qu'il y ait une certaine harmonie au niveau de votre service? Parce que j'ai l'impression que vous vous contentiez, on va dire, de votre statut d'ancien et surtout des compliments qu'on vous faisait. Je voulais ajouter, est-ce que vous aviez de bons rapports avec les autres? Voilà, c'est ça. On s'attendait bien. Parce que le problème que je suis en train de dire toujours, il dit, comme quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, quand la femme de madame veut lui gronder, il dit,
Faites comme Anissé. Faites comme Anissé. Faites comme Anissé. Bon, peut-être c'est de là tout est parti. Mais avant d'en arriver là, moi je veux dire, qu'est-ce qui prouve d'abord même que ce que le féticheur vous a dit est la vérité? Parce que ça, c'est un peu leur phrase standard. C'est cela. Tout le monde, c'est comme ça. Ils ont savu des choses. Il y a jalousie dans ton travail. C'est comme ça, généralement. Et, oui, généralement, les femmes même, généralement, quand ils savent que tu es marié, voilà, non. Ton mari, il y a une deuxième femme là, c'est elle qui te dit, automatiquement, elle va croire la chose. Qu'est-ce qui vous fait dire que, automatiquement, ce qu'il vient de vous dire est la vérité? Parce que même si vous êtes victime de jalousie, c'est pas forcément au travail, même chez vous, au voisinage, il peut y avoir de la jalousie là-bas. Ça peut être dans sa famille aussi. Ouais, dans sa famille aussi, oui. C'est tellement impressionnant et émouvant de savoir que toutes ces personnalités sont passées sur le plateau de ce midi. Alors, juste avant la pub, nous échangions avec notre invité Anissé. Anissé qui était donc vigile, malheureusement. Aujourd'hui, il a du mal à tenir sur ses jambes et pour lui, il pense tout simplement que c'est un sort. Alors, la question de Dr Philo, sur quoi est-ce qu'il se basait pour croire que c'était un sort qui lui avait été lancé? J'ai dit c'est un sort parce que je fais des examens, on me dit je ne suis pas malade, que je n'ai rien. Donc, je n'ai rien. Et puis, je ne peux pas me lever pour marcher. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je crois que c'est un sort. Puisque bon, quelqu'un qui n'est pas malade, et puis il ne peut pas s'arrêter pour marcher. Or, je ne suis pas né à ça. Je dors, je me réveille, et puis je n'arrive pas à marcher jusqu'à présent. C'est pour ça que je dis ce que le monsieur qui me soignait chez nous au village, ce qu'il a dit, que vraiment, c'est vrai, c'est un sort. Mais est-ce que vous ne vous souvenez pas, je veux dire, de quelque chose qui se serait passé, qui vienne vous conforter dans votre position? Parce que de mon côté, je n'ai pas fait du mal à quiconque. Et puis je ne me reproche rien parce que oui, je suis là, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Bon. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis, boissons, cigarettes, tout ça là. Depuis mon enfant, je n'ai pas aimé tout ça là. Nous insistons sur la question parce que lorsque nous préparions l'émission, vous avez parlé de vos vêtements qui avaient disparu, tout ça. C'est ça. Quand je n'arrivais plus à marcher pour aller au travail, j'ai envoyé ma femme. J'ai dit, bon, mes draps, mes affaires qui sont restées au travail là-bas, va m'envoyer à la maison parce que le mal qui est, je suis dedans actuellement, je ne connais pas où c'est quitté au juste. Ma femme s'en va et au départ, on ne voulait pas la faire entrer. Je dis non, je suis venu prendre les affaires de mon mari, que ces draps, ces serviettes qui sont restées ici, je suis venu prendre. C'est lui-même qui m'a envoyé. Avant qu'elle arrive au travail là-bas, j'ai appelé d'abord mon collègue, dit ma femme arrive là-bas pour prendre mes affaires. Et quand ils l'ont fait rentrer, mon collègue a dit, ah, moi je ne sais pas où il l'a mis. Et ma femme m'a appelé, c'est sûr que tu as mis dans quel côté? Il dit, bon, à la guérite, voilà le côté ici là. On regarde, on ne trouve pas. Elle dit, ah, on n'a pas trouvé. Toutes vos affaires? Toutes mes affaires, jusqu'à aujourd'hui. Elle dit, bon, il faut revenir à la maison. Et après, j'ai appelé. Sinon, avant que vous ne tombiez malade, les affaires étaient là? Les affaires étaient là. Quand il descend, comme d'habitude, je mets dans un petit sac et puis je laisse dans notre guérite. Chacun laisse pour lui là-bas. Chacun laisse, sauf si les tenues sont sales et puis tu prends, tu envoies à la maison pour laver. Mais quand les tenues sont propres, chacun laisse pour lui et puis il descend. Donc, j'ai appelé, ma femme me dit, reviens. Et après, j'ai appelé le chauffeur du monsieur et du patron. Il dit, ah, mes affaires qui sont restées, j'ai envoyé ma femme pour récupérer. Et jusqu'à présent, mon collègue dit, il n'a pas vu. Ma femme est rentrée, ils ont fouillé dans la guérite là. Ils n'ont pas trouvé jusqu'à présent. Il a dit, mais c'est bizarre. Mais qui peut faire des choses comme ça? Bon, je vais en parler au patron. Mais moi, excusez-moi, en tant que la petite fille du lieutenant Colombo, je pense que c'était un peu... Votre jugement n'est pas forcément vrai. Je dis pas que c'est faux, je ne dis pas non plus que c'est vrai, parce que vu le temps où vous avez perdu vos vêtements, parce que vous dites, je rentre le soir, je dors, je me réveille le lendemain, je suis paralysée. Je me dis, avec quelle vitesse la personne a pu agir l'instant juste de votre départ pour se rendre chez un sorcier. Est-ce que ce jour-là, la personne n'a pas travaillé? La personne qui vous en voulait et qui aurait pu vous en vouloir, est-ce que cette nuit-là, la personne
n'a pas travaillé pour prendre vos vêtements. Bon, le mal peut se situer ailleurs, je ne sais pas. Mais, enfin, moi, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vos collègues, lorsqu'ils ont appris que vous étiez malade, est-ce qu'ils sont venus vous voir? Est-ce qu'ils vous ont apporté leur soutien? Oui, ils sont passés à la maison pour me saluer, pour me souhaiter bonne guérison. Ils n'ont pas cotisé? Non. Généralement, ils n'ont pas cotisé. Ils sont passés à la maison pour me souhaiter bonne guérison. D'accord. Tous, hein? Ils sont tous passés. Ils sont tous passés. D'accord. Oui. Il n'y a pas eu de suspect, il n'y a pas un qui était un peu bizarre. Je vous charrie. Allez-y, doyen. Bon, je ne veux pas citer le nom de quelqu'un parce qu'il y a l'un de mes collègues, il a dit non que à chaque fois, quand mes collègues viennent me saluer, quand ils s'en vont, ils disent vraiment, l'homme n'est rien. Anissé, c'est lui qui ne marche pas aujourd'hui comme ça là. Et lui, jusqu'à présent, il n'est pas venu me saluer jusqu'à présent. Il n'est plus là-bas même. Il lui dit, oh, il ment. Lui, là, il est en train de faire comme ça pour que le patron va investir l'argent, pour qu'il va prendre pour s'occuper de ses enfants. Donc c'est lui. Je n'ai pas dit c'est lui parce que... On ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Alors, il dit, il n'est pas venu me saluer. À chaque fois, quand mes collègues s'en vont, quand ils viennent me saluer, ils s'en vont, ils disent, ah, Anissé, vraiment, l'homme n'est rien. Anissé qui est assis à la maison comme ça, point rien, point oui. Il dit, oh, lui, là, il ment. Il fait comme ça pour que le patron va lui donner de l'argent et puis il va s'occuper de sa petite famille. C'est vrai que, mine de rien, vous avez 3 enfants. Oui. Et votre première fille est âgée de 13 ans. C'est ça. Alors, comment vous faites pour vous en occuper? C'est pas facile. Est-ce que vous avez une petite activité? Je ne sais pas. Ou votre femme, est-ce que votre femme vous aide? C'est pas facile, madame. C'est Dieu. C'est Dieu. Au départ, j'avais un peu dans mon compte. Je prenais, à chaque fois, j'envoyais ma fille pour aller faire retrait. Et puis, j'arrivais à faire les dépenses à la maison. Et même pour les scolariser. Mais après 1 an, 2e année, vraiment, c'était pas facile maintenant. C'était pas facile. C'est les personnes de bonne volonté. Je partais les rencontrer. Je prends le taxi le matin, puis je m'avais les rencontrer. Puis quand il explique ma situation, et il dit, bon, vraiment, on va faire quelque chose pour toi. Et c'est comme ça, jusqu'à présent, c'est comme ça que je vis actuellement. Et votre femme dans tout ça, comment est-ce qu'elle arrive à vous soutenir? Ma femme, au commencement, elle était à mes côtés. Après 1 an, 2e année, elle a commencé à gronder maintenant que vraiment, moi, je ne peux plus rester. Tu es handicapé maintenant. Vraiment, moi, je suis fatigué. Rentrer ici, c'est sorti ici. Vraiment, moi, je vais partir. Je ne suis pas venu à Abidjan pour souffrir comme ça. On a fait 6 ans de vie, 3 enfants. Non, nous, on ne va pas la juger hein, parce qu'on ne sait pas comment on aurait réagi si on se retrouvait à sa place. Donc, un matin, elle me dit, je m'en vais. Il faut rester à tes enfants. Je suis fatigué. Je dis, OK, tout ce que Dieu fait est bon. Merci beaucoup, tout ce que Dieu fait est bon. Donc vous vivez seul en ce moment? Je vis seul avec mes 3 enfants, présentement. Mais alors, OK, moi je vais revenir au niveau de la médecine, parce que c'est vrai que les médecins vous ont dit, vous n'avez rien, mais est-ce qu'on a essayé de vous proposer peut-être une solution? Je ne sais pas, vous avez subi des interventions, comment est-ce que... Merci, madame. Et quand on est reparti encore au CHU de Cocody, ils m'ont hospitalisé là-bas, ils ont dit, bon, ils vont prendre soin de moi d'abord, je vais reprendre encore toutes les analyses. Voilà. Maintenant, ce qui ne va pas, et puis on va voir ensemble. Et on a repris tous les analyses, ils n'ont rien trouvé. Et après, ils m'ont dit, bon, on va te transférer au CHU de Yopougon. Que vraiment, peut-être là-bas, le docteur qui me suivait, il a dit, bon, je connais un docteur qui est au CHU de Yopougon, je vais l'appeler, il va venir te regarder si il peut t'envoyer là-bas, et puis il va t'envoyer là-bas. Et le docteur est venu, il a dit, bon, il n'est qu'à venir au CHU de Yopougon là-bas. Et arrivé là-bas, encore, on a repris encore tout ce qu'on a fait au CHU de Yopougon, on a repris là-bas. Rien. Il a dit, bon, il faut faire le scanner. On a fait, premier d'abord, ils m'ont donné le scanner d'en bas. On allait faire scanner, on a envoyé, ils ont dit, il n'y a rien. Il dit, bon, il faut aller faire scanner en haut. On a fait scanner en haut encore. Ils disent qu'ils vont opérer mon dos. Et c'est là, maintenant, mon oncle étudiant a dit, ah, moi, c'est ma première fois, j'attends qu'on opère dos. Le docteur a dit non, que tout va se passer bien parce que le problème est dans ton dos, c'est pour ça que tu n'arrives pas à marcher.
Et le scanner qui est là. Mais c'est quand même bizarre parce que, je veux dire, les analyses ne montrent rien et puis on procède à une intervention chirurgicale, c'est quand même étonnant. On va l'opérer son dos. Mon oncle a dit, bon, ok, comme vous êtes c'est votre travail, faites. Moi, je veux seulement mon neveu n'est qu'à guérir pour qu'on va rentrer à la maison. Et comme ça, ils m'ont programmé, ils m'ont donné tout ce qu'on devait faire pour qu'on va arriver à l'opération. On a tout fait. Et tout est parti en ordre. Maintenant, ils m'ont opéré le 28 avril 2016. Et l'opération s'est passée bien. Et une semaine après, ils nous ont dit, je peux rentrer à la maison maintenant. Et maintenant, je leur ai dit, mais maintenant, et le pansement, je fais comment? Parce que je suis à Cocody. Il dit, bon, il faut venir ici parce que c'est nous, on t'a soigné. Il ne faut pas aller dans un autre hôpital. Et chaque 2 jours, il faut venir. Et il partait chaque 2 jours pour mes pansements. Jusqu'à ils ont enlevé les fils. Il dit, bon, tu peux faire l'éducation. Alors, avant d'aller plus loin, parce que je sais que vous êtes passé par la rééducation, tout cela, oui. Mais est-ce qu'il y a eu une amélioration après l'opération? Après l'opération, jusqu'à présent, il n'y a pas d'amélioration actuellement. Mais si vous faites une comparaison, oui. C'est resté statique, ça s'est amélioré ou ça s'est empiré? Ça s'est empiré actuellement parce que quand je n'ai pas encore subi l'opération, tout était bien. J'étais bien dans mon corps. Mais après l'opération, vraiment, tout est compliqué. Voilà. Je n'arrive même pas à me redresser comme ça. Or, avant l'opération, je m'arrêtais au salon, j'ai attrapé les chaises, la table à manger, les fenêtres, tout ça là. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Quand je fais comme ça, là, je n'arrive pas. Moi-même, je m'assois comme ça, on dirait un enfant qui est en train de faire 4 pattes. Vraiment, on est vraiment désolé hein, de ce qui vous arrive. Alors, Anissé, on va essayer de rebondir sur la dernière réaction. Votre croyance vous amène-t-elle à chercher de l'aide du côté, je dirais, de Dieu? Oui, je dirais oui, parce qu'aujourd'hui, sans Dieu, on ne peut rien faire. Ça fait 3 ans aujourd'hui, je suis assis ici. Je suis encore en vie et je suis avec mes enfants toujours. C'est Dieu. Parce que sur terre, aujourd'hui, rien n'est éternel. Si ce n'est pas Dieu seul qui est éternel. Mais je crois en lui parce que je me suis dit, puisque la médecine n'a rien trouvé jusqu'à présent, donc Dieu fera un jour. Il va me remettre sur pied un jour. Amen. Parce qu'il n'a jamais... Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour qu'il vous aide? Est-ce que vous restez cloîtré entre les 4 murs de votre maison ou bien vous allez dans des lieux de culte, vous priez? Qu'est-ce qui a véritablement changé? Merci, madame. Je vais dans... D'abord, je vais... On n'est pas obligé de citer le nom de l'église. Hein. Je vais toujours dans notre paroisse. Et quand il y a les camps de prière, j'ai des connaissances qui m'appellent. Bon, vous t'apprêter vendredi, on va venir te chercher. Pour le déplacement, c'est nous, on va t'aider pour ça. Et ils viennent me chercher, puis on s'en va à la camp de prière. Donc, c'est comme ça. Je vous dirais tout simplement que c'est déjà bon parce que c'est ça qui vous aide à tenir et vous êtes reconnaissant du fait que malgré ce handicap, malgré cette maladie, vous arrivez quand même à subvenir aux besoins fondamentaux de votre famille. Et ce qui vous fait tenir, c'est votre foi. Vous êtes sûr qu'un jour, ça ira. Et nous, on a la foi aussi pour vous. On sait qu'un jour, vous allez retrouver l'usage de vos jambes et redevenir le Anissé gentil qui aimait tant travailler auparavant. Mais en même temps, je dirais, essayez aussi de réfléchir. Si vous avez pu vous déplacer jusqu'ici, peut-être que vous pouvez exercer de petites activités génératrices de revenus qui ne vont pas vous demander beaucoup trop d'efforts. Vous allez peut-être vendre quelque chose devant votre maison, je ne sais pas, qui vous fera gagner de l'argent. Parce que ce n'est pas très intéressant toujours de demander.
Et on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un vous donnera un fonds de commerce. Réfléchissez donc. Merci. Merci infiniment d'être venu partager votre expérience avec nous, votre témoignage. Et vous avez tous nos encouragements. Merci, beaucoup. On applaudit Anissé. C'est donc terminé pour la rubrique à témoignage. Si vous êtes intéressé, appelez-nous tout simplement au 22 01 00 00. Pas seulement si vous êtes intéressé, mais si vous avez une histoire intéressante, une expérience à partager avec nous, appelez-nous à ce numéro-là et nous vous recevrons avec grand plaisir.